Merci beaucoup, Michel. C'est vrai que les liens avec l'Université de Grenoble sont nombreux. Nous sommes régulièrement venus, y compris avec nos étudiants, et notamment nous avons été à l'époque accueillis par Pierre Murat, vis-à-vis de qui nous avons tous une pensée pour l'instant très cordiale et chaleureuse, puisque ça a été quand même une des grandes figures du droit de la famille à Grenoble, et il aurait certainement été très heureux d'être ici. Mais nous lui souhaitons tout le meilleur pour non pas la guérison, mais probablement une évolution favorable de la situation qu'il vit pour l'instant. Alors, merci beaucoup. C'est évidemment un grand honneur pour les Belges de faire partie de ce consortium, parce que nous avoir qualifiés de pays méditerranéens, c'est évidemment un peu audacieux. Nous sommes à 1000 kilomètres de la Méditerranée. Alors, c'est vrai que nous sommes en train de planter des vignes et quelques oliviers, mais enfin, malgré tout, nous n'avons quand même pas la prétention de nous qualifier de pays méditerranéens. Mais c'est vraiment une expérience, vraiment, dans ma vie professionnelle, ce serait une belle expérience d'avoir fait d'avoir contribué à créer ce consortium euro-méditerranéen et de rencontrer nos collègues du Maghreb qui viennent chaque fois nous expliquer avec beaucoup d'intérêt ce qu'il y a de spécifique dans leur droit. Alors, bon, pour ce qui concerne la Belgique, je ne vais pas vous présenter un exposé général sur le régime des obligations alimentaires en Belgique parce que ça nous entraînerait vraiment trop loin. Je vais prendre une option très différente de celle qui a été prise par nos collègues maghrébins. Je vais sélectionner trois questions qui me paraissent à la fois d'intérêt général et à propos desquelles eh bien, il y a eu des évolutions intéressantes en Belgique, et ce sera une manière de partager ce qu'il y a peut-être de particulier au droit belge et aux évolutions récentes du droit belge. Premier point, premier élément de réflexion générale, le droit des obligations alimentaires est peut-être un des droits qui est resté encore très marqué par le contexte historique de l'élaboration du Code Napoléon. Précisons d'abord, pour ceux qui ne le savent pas encore, que le Code civil belge est le Code Napoléon, puisque en 1804, ce qui ne s'appelait pas encore les provinces belges à l'époque, mais les provinces belges avaient été annexées par les forces françaises révolutionnaires depuis 1795. Et donc, nous étions français, nous étions des provinces et des départements, même des départements français au moment où le Code Napoléon est promulgué, et donc il s'applique immédiatement dans toutes les provinces belges. Alors, à l'époque, il n'existait pas de sécurité sociale, donc il faut resituer l'élaboration du droit des obligations alimentaires dans un contexte sociétal où il n'y avait aucune intervention de l'État par rapport à la subsistance des personnes vivant sur un territoire comme celui de la France ou de la Belgique. Et donc, ce droit des obligations alimentaires, qui se trouve, comme pour la France, inscrit dans les articles 203 et suivants de notre Code civil belge, qui était à l'origine rattaché d'ailleurs au titre du mariage. Donc il y avait aussi un lien entre le mariage et les obligations alimentaires, exactement comme dans les pays maghrébins, mais tout cela a par la suite évolué. Mais donc ce droit des obligations alimentaires avait été considéré comme d'ordre public, et en droit belge, quand on parle d'ordre public, c'est l'équivalent de ce que vous appelez en France l'ordre public de direction, c'est-à-dire un régime juridique qui est caractérisé par son intérêt général, c'est-à-dire que c'est davantage même l'intérêt de la société que l'intérêt des personnes elles-mêmes qui est pris en considération, et c'était donc l'intérêt de la société et de l'organisation sociale dans son ensemble que la subsistance des personnes soit prise en charge par la famille et non pas par l'État. Alors, c'est un élément sur lequel je voulais insister parce que, assez curieusement, cela n'a pas évolué. On continue à dire que l'obligation alimentaire est d'ordre public, dans le sens où je viens de le définir, c'est-à-dire qu'il est de l'intérêt de la société que ce soit la famille qui prenne en charge la subsistance de ses membres. Alors, les conceptions liées à l'individualisme, les conceptions ont évolué dans la société. Et ce n'est plus tout à fait certain que les membres d'une famille se sentent tenus de prendre en charge la subsistance des autres membres de la famille. Mais
comment dirais-je, alors que par rapport à des tas d'autres matières, n'est-ce pas, il y a eu une évolution dans le sens de l'individualisme et donc d'une libération en quelque sorte ou d'une émancipation des obligations imposées par la société, eh bien le droit des obligations alimentaires est resté marqué par ce caractère d'ordre public et donc l'obligation alimentaire reste encore en principe indisponible parce que précisément l'indisponibilité c'est une caractéristique de ce qui est lié à la notion d'ordre public et donc on continue à penser que, ou en tout cas affirmer qu'il s'agit là d'une obligation qui est élaborée dans le cadre d'une forme d'imposition de la société à ses membres. Alors, depuis lors, évidemment, les choses ont complètement évolué, puisque l'État a mis en place des mécanismes de solidarité sociale et qu'a priori, l'État prend en charge la subsistance des personnes qui ne peuvent pas subvenir par elles-mêmes à leurs propres besoins. Et on sent bien, et je vais clôturer de cette manière-là mon premier élément d'observation, on sent bien qu'il y a à l'heure actuelle une tension au niveau politique entre ce qui relèverait des obligations de l'État et ce qui relèverait de l'obligation de la famille. Et au fur et à mesure que se sont développés les mécanismes de solidarité sociale, il y a eu progressivement une forme je dirais, de retrait ou de mise en retrait des obligations familiales, comme si, en quelque sorte, l'État devait prendre le relais. Mais au fur et à mesure maintenant qu'on entre dans une forme de désengagement de l'État par rapport à la prise en charge de la subsistance des personnes, c'est comme si l'obligation familiale vivait une forme de renouveau. Et comme si l'on continuait à penser que finalement, c'est peut-être à la famille à prendre en charge la subsistance de ses membres. Tout en, et c'est là que se trouve la tension, n'est-ce pas, tout en ayant une forme d'hésitation sur la question de savoir si le rôle de la famille n'est pas d'abord affectif. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on attend d'abord de la famille et non pas matériel? Et c'est très symptomatique dans l'attitude qu'ont aujourd'hui en Belgique les centres publics d'aide sociale. Donc les centres publics d'aide sociale, ce sont les centres qui sont organisés au sein des communes pour assurer la subsistance des personnes et notamment prendre en charge le paiement du revenu d'intégration sociale, votre minimex ou ce qu'on nous appelons nous le revenu d'intégration sociale. La loi sur les centres publics d'aide sociale prévoit expressément que les centres peuvent se retourner contre la famille pour faire prendre en charge par la famille ce qui aurait été avancé par les centres publics d'aide sociale. Mais la politique de ces centres publics d'aide sociale est très hésitante par rapport à la mobilisation de la famille à l'égard de ces obligations alimentaires, parce qu'ils craignent que de mobiliser la famille sur le plan matériel vienne mettre à mal la dimension affective du lien familial et donc la prise en charge affective. Et je trouve que c'est assez révélateur, n'est-ce pas, de la difficulté que nous avons aujourd'hui à concevoir ce qu'est exactement le rôle de la famille, y compris d'ailleurs au sein d'un couple. Est-ce que c'est la dimension affective qui prime et qui doit être privilégiée, ou bien est-ce qu'il y a aussi une dimension économique, une dimension matérielle au sein de la famille? Et voilà, c'est une question que je pensais utile d'apporter dans le débat et à propos de laquelle je n'ai d'ailleurs pas de réponse précise. Cela étant, dans la conception, comment dirais-je, qui est celle dans laquelle j'ai probablement encore été élevé moi-même, on ne pouvait pas mettre en cause la dimension économique de la famille, mais on perçoit bien quand même à travers toute une série d'évolutions de notre droit de la famille qu'on cherche aujourd'hui à valoriser davantage la dimension affective et à mettre un peu de côté la dimension économique ou matérielle. Voilà pour ma première observation. La deuxième observation, elle concerne, en droit belge, l'obligation alimentaire après divorce. Après un divorce imposé d'un époux à l'autre. Je ne parle pas du divorce par consentement mutuel ici. Nous avons une forme de divorce depuis la loi de 2007 qui est un divorce pour désunion irrémédiable où la notion de faute a en principe complètement disparu. Donc c'est un divorce qui est imposé par un des époux à l'autre parce que la désunion est devenue irrémédiable et il suffit qu'un délai se soit écoulé pour que cette désunion irrémédiable soit considérée comme irréversible et sans qu'il n'y ait à prouver qu'elle soit irrémédiable. Ce délai est relativement court, c'est 1 an de séparation ou 1 an de procédure et le divorce est imposé d'un des époux à l'autre. Alors, la pension alimentaire après divorce échappe
échappe aux caractéristiques de l'obligation alimentaire générale telle que je viens de l'évoquer, parce que précisément, c'est la seule qui n'est pas d'ordre public. Elle est donc complètement à la disposition des époux. Ils peuvent décider librement d'en fixer le montant, ils peuvent décider d'y renoncer. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, y renoncent, n'est-ce pas? Donc là, c'est à la différence de l'obligation alimentaire de droit commun, une pension alimentaire facultative qui ne relève pas des obligations d'ordre public. Alors, ce qui est intéressant par rapport au régime juridique de la pension alimentaire après divorce en Belgique, depuis donc la loi de 2007, puisque c'est la loi de 2007 qui a réformé le divorce et qui a en même temps réformé le régime de la pension après divorce. Ce qui est intéressant, c'est la perspective politique dans laquelle cette pension après divorce a été envisagée. Si elle échappe précisément aux caractéristiques générales de l'obligation alimentaire, si elle n'est pas d'ordre public, c'est parce qu'a priori, on est parti de l'idée qu'à partir du jour d'un divorce, il n'y a plus de lien familial. Et donc, ce n'est plus une obligation alimentaire familiale. A priori, le divorce devrait mettre fin à toute obligation alimentaire entre les époux, puisqu'ils ne sont plus unis par un lien de famille. C'est d'ailleurs peut-être un tout petit peu ce qui a aussi été à la base en droit français de la notion de prestation compensatoire, c'est de ne pas maintenir un lien alimentaire entre des époux divorcés. Et l'objectif tel qu'il a été présenté par la ministre de la Justice, qui à l'époque était une femme et qui est toujours d'ailleurs une féministe avérée appartenant au Parti socialiste belge, l'objectif était qu'il n'y ait plus jamais de pension alimentaire entre ex-époux. Dès lors qu'a priori, on partait de l'idée que le mariage précisément était un lien affectif pendant le temps où l'affection existait, et à partir du moment où le divorce intervenait, eh bien, il n'y avait plus de justification à une obligation alimentaire. Mais cela a été présenté malgré tout comme, puisque cette pension alimentaire a été maintenue, la pension alimentaire a priori qu'on a hérité du Code Napoléon, puisque c'est toujours une pension alimentaire, ce n'est pas une prestation compensatoire, c'est une rente qui est versée d'un époux à l'autre. Il n'y a d'ailleurs pas de possibilité en Belgique d'obtenir le versement d'un capital après le divorce. Il n'y a aucune prestation compensatoire qui existe. Il n'y a que le partage du régime matrimonial, mais aucune forme de prestation compensatoire, ce qui peut parfois mettre en difficulté certaines femmes parce que c'est parfois préférable d'obtenir la propriété d'un appartement qu'une rente alimentaire, mais cela c'est absolument impossible pour l'instant en Belgique. Donc on a maintenu une pension alimentaire, mais ce qui est intéressant sur le plan politique, c'est qu'on a présenté cela comme une période de transition, à la fois la pension alimentaire, une période de transition pour certaines femmes qui sont restées encore dans une situation de dépendance économique, et comme une période de transition à l'échelon sociétal. C'est-à-dire que nous vivons une période pendant laquelle, d'une certaine façon, la société doit s'adapter de façon à ce qu'il n'y ait plus de mariage dans lesquels il y aurait une forme de dépendance économique d'un époux à l'autre. Et donc, la justification politique de cette pension alimentaire qui a été maintenue en droit belge a été de dire il ne devrait plus y en avoir, mais on va accepter pendant une période encore limitée dans le temps de permettre au juge d'allouer une pension alimentaire après divorce, parce qu'il y a encore des situations qui sont des situations où un certain nombre de femmes se sont mises ou ont accepté de se mettre en situation de dépendance économique. Mais il fallait en même temps que cette pension alimentaire soit présentée sous le plan politique d'une manière qui inciterait les femmes à ne plus se mettre en situation de dépendance économique par rapport aux hommes, parce que l'on a voulu que cette pension alimentaire soit à la fois a priori limitée à l'état de besoin. Donc on n'a plus reproduit dans cette loi belge sur le divorce la notion de niveau de vie qu'une femme aurait éventuellement le droit de maintenir pendant une assez longue période après le divorce. La ministre de la Justice a d'ailleurs déclaré à la Chambre des représentants « Le mariage n'est plus une assurance sur la vie ». Sachez-le, de la même manière que cette ministre a indiqué aux hommes que le fait pour une femme de leur dire qu'elle les quittait, c'était un droit, et donc on a proclamé le divorce comme un véritable droit pour la femme auquel l'homme ne pouvait pas s'opposer. Donc c'était vraiment une perspective d'indépendance de chacun des époux par rapport à l'autre, et donc l'idée que cela devait être limité à l'état de besoin était précisément une orientation politique pour
convaincre les femmes de cesser de se mettre en situation de dépendance économique par rapport aux hommes. Et d'autre part, c'est une pension qui est limitée dans le temps, donc ce n'est pas une rente viagère. La Belgique a en quelque sorte fait une régression par rapport au droit tunisien, puisque ce n'est plus une rente viagère. C'est une pension qui doit être limitée dans le temps. Alors c'est le juge qui décide de la limitation dans le temps, c'est le juge qui a le pouvoir de dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps de la réadaptation, et au maximum, ce sera la durée du mariage. Donc c'est une pension qui ne peut pas excéder la durée du mariage. Alors ça permet effectivement de prendre en compte la situation des femmes qui sont éventuellement quittées après 20 ou 30 ans de mariage. Là, effectivement, il y aura une possibilité d'obtenir une pension alimentaire qui subsistera plus longtemps qu'après un mariage court. Voilà pour ma deuxième observation. Et enfin, ma troisième observation concerne les pensions alimentaires entre époux séparés ou divorcés par rapport à leurs enfants. Donc c'est toute la problématique de la prise en charge des enfants après une séparation ou un divorce. Et là, le législateur belge intervient maintenant de façon beaucoup plus précise, n'est-ce pas, avec des législations assez élaborées, dont je vais vous dire un tout petit mot, mais je ne vais pas dépenser mon temps de parole. Parce qu'il faut savoir que cela représente à peu près, ce contentieux-là, ce contentieux alimentaire-là, doit représenter à peu près 80% de tout le contentieux alimentaire. C'est les conflits entre parents séparés et divorcés à propos de la prise en charge matérielle de leurs enfants. Et quand je dis 80%, ce n'est pas une statistique officielle, mais c'est ce que je... parce que les pensions alimentaires entre époux, c'est quand même un contentieux relativement limité, et les pensions alimentaires entre ascendants et descendants, c'est un contentieux encore plus limité. Donc quand je dis 80%, c'est peut-être même 85%, et notamment la Chambre de la famille de la Cour d'appel de Bruxelles, les magistrats de la Chambre de la famille, n'est-ce pas, se plaignent de ce que finalement, ils ne font que traiter de questions de contribution alimentaire entre parents séparés. Donc ça consomme une énergie très considérable des cours et tribunaux. Alors, précisément, comme ce contentieux est devenu un contentieux fréquent et important, le législateur a estimé qu'il fallait intervenir dans la manière dont le juge allait traiter ce contentieux. Et nous avons eu en 2010 une loi qui a essayé de objectiver, c'est le terme de la loi, essayer d'objectiver le calcul des contributions alimentaires ou plus exactement de la manière dont chacun des parents doit assurer la prise en charge matérielle des enfants après une séparation ou un divorce. Et cette loi a d'ailleurs créé une commission des contributions alimentaires qui est censée élaborer des méthodes de travail pour calculer le montant d'une contribution alimentaire. Alors, à la différence d'autres pays européens, nous n'avons donc pas de barème qui serait automatique et qui prévoirait ce qu'un des parents doit payer à l'autre ou la façon dont chacun des parents doit assurer la subsistance de ses enfants. Donc, nous n'avons pas de barème, mais l'idée serait quand même que cette commission des contributions alimentaires, cela étant, elle a été mise en place en 2015 parce qu'il a fallu un temps considérable pour que le gouvernement, vous savez que nous avons eu quelques problèmes politiques en Belgique, mais ça, c'est pas le sujet de ma contribution. Il a fallu un temps considérable pour que cette commission soit mise en place. Et donc l'objectif, c'est que cette commission, n'est-ce pas, élabore véritablement des méthodes de calcul. Parce que c'est vrai que jusqu'en 2010, les juges travailler un peu de façon arbitraire. Voilà, monsieur, ce sera 250 € par enfant, dans des cas favorables. Et puis, on ne savait pas très bien, compte tenu des facultés et des ressources de chacun des parents, 250 €. Bon, alors, effectivement, ce n'était pas une manière de juger qui était quand même très satisfaisante au niveau, n'est-ce pas, de la motivation d'une décision. Et donc, la loi a désormais imposé aux juges de déterminer de manière très précise dans son jugement comment il va calculer la contribution alimentaire. Alors je vais très très rapidement vous dire que la loi lui impose au juge de commencer par déterminer la nature et le montant des facultés de chacun des parents, puisque la règle c'est que les parents contribuent à proportion de leurs facultés, et donc le juge doit commencer par rechercher
non seulement le montant, mais la nature des facultés. La nature des facultés, ça peut impliquer même toutes sortes d'avantages autres que la rémunération, par exemple le fait de bénéficier d'une assurance retraite plus élaborée qu'un autre époux. Tout cela va être pris en considération par le juge. Donc c'est un travail très 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 élaboré qui impose au juge d'aller rechercher véritablement l'ensemble des facultés de chacun des parents. Et puis le juge a l'obligation de faire une distinction entre ce qu'on appelle chez nous maintenant les frais ordinaires et les frais extraordinaires, c'est-à-dire que le juge va devoir élaborer le budget de l'enfant au niveau des frais ordinaires, c'est-à-dire l'ensemble des frais quotidiens, de la vie quotidienne de l'enfant. Alors c'est là qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de forfaitiser ce qu'est le budget d'un enfant par rapport aux ressources de ses parents, mais le juge n'est pas tenu par une telle méthode, il peut aussi demander aux plaideurs de venir exposer exactement, et donc maintenant il y a d'ailleurs une commission au sein du barreau de Bruxelles qui a élaboré un modèle de conclusion pour déterminer comment on fixe le budget d'un enfant, avec chaque fois logement, eau, gaz, électricité, donc la part dans le coût du logement des parents, avec la nourriture, l'habillement, toutes les dépenses de la vie quotidienne. Mais cela, ce sont ce qu'on appelle les frais ordinaires. À côté de ça, le juge doit aussi déterminer quels sont les frais extraordinaires, c'est-à-dire les frais qui ne rentrent pas dans la vie quotidienne d'un enfant, qui peuvent être les voyages scolaires, les activités extrascolaires, les frais médicaux extraordinaires. D'ailleurs, entre-temps, il y a un arrêté royal qui a déterminé quelle était exactement la liste des frais extraordinaires. Et puis le juge doit continuer en prenant en compte les modalités de l'hébergement de l'enfant chez chacun des parents. Est-ce qu'on est en hébergement égalitaire? Est-ce qu'on est en hébergement 5-9? Est-ce qu'on est en hébergement week-end chez papa? Et de déterminer à ce moment-là quelle est la part de la contribution en nature de chacun des parents lorsqu'il héberge l'enfant. Puis il doit rechercher toutes les sommes qui vont être payées aux parents pour l'enfant, par exemple les allocations familiales, mais aussi les avantages fiscaux. Et donc il doit déterminer pour chacun des parents qui bénéficie de l'avantage fiscal. Et puis alors, il va arriver à déterminer la part de chacun des pères et mères dans la prise en charge à la fois des frais ordinaires, des frais extraordinaires, et cela pourra conduire à ce qu'un des parents doive payer ou non une contribution alimentaire à l'autre parent pour l'enfant. Mais ce n'est pas nécessairement le cas non plus, parce que le juge peut aussi dire que chacun des parents prendra directement en charge tel type de frais, que ce soit les frais ordinaires ou les frais extraordinaires. Alors nous avons maintenant des jugements, n'est-ce pas? Certains sont publiés d'ailleurs dans les revues juridiques belges. Nous avons maintenant des jugements très élaborés où l'on voit le juge qui, point par point, prend chacun de ces éléments qui est indiqué dans la loi, faculté des parents, budget de l'enfant, frais extraordinaires, allocation familiale, avantages sociaux. Et donc, nous avons des jugements effectivement très, très, très élaborés. Alors, je vais en terminer, comme cela je respecte mon temps de parole. Figurez-vous qu'en 2018, et cela, ça pose une toute autre question politique, en 2018, le législateur, qui de plus en plus est animé par le souci, n'est-ce pas, de dégager la justice de tout ce qu'elle ne devrait pas traiter, et notamment ces discussions sur les contributions alimentaires, parce que je ne dois évidemment pas vous dire que ces contributions alimentaires sont révisables en fonction de l'évolution de la situation des parents, et sont révisables en fonction de l'augmentation des besoins de l'enfant, sont révisables en fonction de la façon dont les enfants vont modifier leur système d'hébergement. Donc le contentieux alimentaire à propos des enfants n'est pas celui uniquement d'origine qui tend à fixer les contributions, c'est aussi le contentieux évolutif, n'est-ce pas, qui peut faire ramener les parents devant le juge à plusieurs reprises pendant le temps de l'éducation des enfants. Eh bien, de façon à réduire ce contentieux, ils ont eu l'idée, ces hommes politiques, n'est-ce pas, de dire que même les conventions qui sont conclues entre les parents, et qui restent quand même heureusement la majorité des situations, après une séparation ou après un divorce, même les conventions que les parents concluront sur le montant d'une contribution alimentaire ou la manière dont ils prendront en charge l'éducation des enfants devront aussi reprendre tous les points que le juge doit prendre en considération pour fixer la contribution alimentaire. De manière à ce que si un jour l'on revienne devant un juge alors qu'à l'origine on s'était entendu, eh bien le juge puisse d'emblée savoir, n'est-ce pas, sur quelle base on avait raisonné et vérifier alors s'il y a effectivement ou non des éléments nouveaux, avec l'objectif de réduire l'arriéré judiciaire ou le contentieux devant les cours et tribunaux.
autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela a provoqué une irritation et même une opposition ferme et radicale devant le Parlement des médiateurs familiaux qui sont venus dire, mais attendez, nous passons notre temps à essayer de trouver un accord avec les parents sur une manière de prendre en charge l'éducation des enfants. Et maintenant, vous nous dites qu'à partir du moment où nous avons trouvé un accord, nous allons devoir expliquer dans notre convention comment nous sommes arrivés à cet accord. Mais ça, vous ne parviendrons pas à trouver un accord entre les parents sur la manière dont ils ont calculé la contribution alimentaire, parce que beaucoup de parents ne voudront pas révéler la nature exacte et le montant exact de leurs facultés. Donc vous êtes en train de mettre en place un système, n'est-ce pas, qui est en train au contraire de démonter la possibilité de trouver un accord entre les parents. C'est vous dire si toute cette matière est complexe et comme si la volonté de chercher à légiférer fait parfois plus de tort que de bien. Mais voilà un exemple de la difficulté de résoudre ces questions. Je vous remercie. C'est à moi? Ouais, je crois qu'on fera des questions après votre intervention. Voilà. Alors, merci. J'ai vérifié, mais malheureusement, le système italien n'a pas progressé pendant la nuit. Donc, et je regrette de vous ennuyer un petit peu avec ces particularités, mais je vais les réduire à l'essentiel. 3 remarques préliminaires. Les premiers, le système italien des obligations alimentaires est fondé, ça va sans dire, sur l'égalité formelle la plus complète entre l'homme et la femme, d'un point de vue théorique. Mais en même temps, il faut remarquer que d'un point de vue statistique et donc aussi socio-économique, les créanciers, c'est-à-dire la part la plus faible dans ces contextes, c'est plus souvent la femme que l'homme. Et c'est là, pour reprendre les suggestions de Jean-Louis, exprime aussi la tendance de faire de l'obligation alimentaire un moyen pour corriger les limites du marché du travail et les limites du système de protection sociale. Le système italien n'est pas, je pense, forcément très différent de celui français, mais il faut considérer 2 particularités. La première, c'est le lien qui est très difficile à trancher entre la séparation et le divorce, et donc entre l'obligation alimentaire entre époux séparés et l'obligation alimentaire entre époux déjà divorcés. L'autre chose, c'est que le système italien fait une distinction terminologique plus détaillée que le système français, et il faut alors distinguer entre aliments au sens strict du terme, l'obligation alimentaire entre séparés qui s'appelle en italien assegno di mantenimento, l'obligation alimentaire entre époux déjà divorcés qui s'appelle en italien assegno di divorzio ou post-matrimonial, et enfin il y a les aliments au sens large du terme qui sont traduisibles avec maintenance, avec assistance matérielle et qui sont utilisés dans les systèmes italiens chaque fois on a une question de droit international privé. Et à côté, il y a la question du droit, du devoir d'élever les enfants avec les niveaux de vie de la famille et donc les devoirs d'entretien des parents envers les enfants. Je vais suivre cet ordre pour mon exposé. Alors, la première notion sont l'obligation d'alimenter au sens strict. Les aliments sont l'expression d'un devoir de secourir les parents, les membres de la famille, mais la famille au sens large, s'ils sont tombés dans les besoins. Créanciers et débiteurs, si l'on accepte les cas tout à fait particuliers du donateur dans la limite de la valeur du don reçu, créanciers et débiteurs sont exclusivement parents, conjoints, parents, fils, beaux-fils, belles-filles, beaux-parents, frères et sœurs, donc les membres de la grande famille d'antan. Les besoins dans ces contextes signifient quelque chose qui est très proche de l'état des besoins, des pauvretés. Donc l'aide qui peut être en nature ou en argent est une aide sobre qui ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour vivre, mais je dirais pour survivre d'une façon décente. C'est pour cela que les aliments au sens strict du terme sont désormais une institution complètement résiduelle. Sont résiduelles parce que les poches de pauvreté, sans être disparues complètement, sont désormais
limité. Et ici, il y a alors un processus inverse. Il y a l'État qui a, d'une certaine façon, pris la place de la solidarité familiale. Mais de l'autre côté, sont aussi résiduels parce que si la famille est unie, si les membres de la famille vivent ensemble, alors l'obligation alimentaire est déjà nécessairement compris, submergée et neutralisée par d'autres devoirs familiales qui s'appellent habituellement par la doctrine italienne, mais aussi la doctrine française et espagnole, les régimes primaires de la famille, c'est-à-dire l'obligation de subvenir aux besoins de la famille, du ménage, etc. Seulement, exceptionnellement, les aliments au sens strict du terme émergent, reviennent à la surface. Deuxième notion, l'obligation entre les époux séparés. Je disais assegno di mantenimento en italien. Entre époux séparés mais non divorcés, les tribunaux, s'il s'agit d'une séparation judiciaire ou bien les époux même dans leur accord de séparation consensuelle, peuvent prévoir les paiements d'une prestation périodique d'argent, habituellement mensuelle, qui s'appelle mantenimento, avec un mot qui a un double sens. Subvenir aux besoins, mais aussi maintenir, tenir ferme les niveaux de vie du mariage, même s'il s'agit d'un niveau de vie élevé. Bref, l'assegno di mantenimento a pour objectif d'effacer les déséquilibres économiques dans le couple causés par la séparation au profit du conjoint économiquement plus faible. Mais économiquement plus faible, je disais, d'un point de vue comparatif, non absolu. Selon les tests qui est très flou de l'article 156 du Code civil italien, le montant de la prestation est fixé compte tenu des circonstances et des revenus de l'obligé. Donc c'est un test qui ouvre la porte à la discrétionnalité des juges. Le mantenimento n'est pas une punition contre l'époux économiquement fort. Sa fonction n'est pas punitive mais assistentielle. Donc, par contre, si le conjoint coupable est l'époux économiquement faible, c'est-à-dire celui qui réclame la prestation, alors il perd les droits au mantenimento et il conserve seulement les droits aux aliments au sens strict. C'est-à-dire les aliments, qu'on l'a vu, sont suffisants pour échapper à l'état des besoins, de pauvreté. Bien sûr, si le conjoint faible est devenu pauvre à cause de la séparation. La troisième notion, c'est la notion d'obligation alimentaire entre divorcés, en italien assegno di divorzio ou post-matrimonial. La fin du mariage n'équivaut pas forcément à la fin de la solidarité entre ceux qui, une fois, étaient mariés et amoureux. En effet, même l'époux économiquement faible déjà divorcé peut bénéficier d'une prestation en argent s'il n'a pas des moyens appropriés. Et le montant de cette prestation est fixé dans ce contexte d'une façon plus précise par l'article 5 de la loi sur le divorce italien, c'est une loi de 1970. Et les 5 critères sont les conditions de chaque conjoint, de vie, de santé, de travail, les raisons de la décision, c'est-à-dire quelles sont les raisons, peut-être quelle est la faute qui a amené à la rupture du couple, la contribution personnelle et patrimoniale donnée par chaque époux au ménage, la contribution personnelle et patrimoniale donnée par chaque époux à la formation du patrimoine de l'autre et du patrimoine commun s'il s'agit d'un couple qui vit en communauté de biens, les revenus de chaque époux et la durée du mariage. Les droits à percevoir la prestation post-matrimoniale cessent selon la loi seulement si l'époux se remarie. La jurisprudence a ajouté le cas que l'ex-époux a formé un couple de fait avec un autre partenaire d'une façon stable. La loi permet dans ce contexte seulement de remplacer les versements périodiques par le versement d'un capital una tantum. Il s'agit d'un montant qui est établi par les époux avec une sorte de contrat, mais il s'agit d'un contrat qui est soumis à une évaluation paternaliste, si vous voulez, du tribunal pour vérifier qu'il soit équitable. En 2016, l'Italie a finalement réglé
les mariages entre personnes du même sexe, qui ne s'appellent pas mariage, mais union civile. À l'intérieur de l'union civile, la solidarité post-familiale, post-union, s'appelle assegno di divorzio. Donc, toutes les règles qui étaient prévues pour les époux hétérosexuels divorcés sont applicables telles quelles pour les couples homosexuels qui sont divorcés. À noter que la séparation n'est pas prévoit pour l'union civile. Donc, pour l'union civile, on a la particularité qui est possible l'assegno di divorzio, mais pas l'assegno di mantenimento, car il n'existe pas la séparation. S'il y a seulement une cohabitation des faits, c'est-à-dire un couple qui vit ensemble, sans ni être marié ni être unis civilement, en cas de rupture du couple, est possible prévoir seulement une prestation alimentaire au sens strict, selon les droits italiens, c'est-à-dire une prestation dont le montant sert seulement à subvenir à une condition de pauvreté. En plus, la durée de la prestation est proportionnelle à la durée de la cohabitation. Donc ici, on touche vraiment les minimums de la solidarité postconjugale. Je disais, il y a aussi l'obligation d'entretien entre parents et enfants. Les parents ont le devoir qui est naturel avant d'être juridique d'élever les enfants selon les niveaux de vie de la famille. En Italie, c'est l'article 315 bis aujourd'hui qui édicte ce principe. Si les parents n'ont pas les moyens suffisants, les autres ascendantes, par ordre de proximité, et donc avant tout les grands-parents, ont le devoir de donner les moyens suffisants aux parents pour élever les enfants. De la même manière qu'en France, ces devoirs ne s'arrêtent pas tout brusquement à 18 ans, mais le passage entre minorité et majorité est plus doux et les devoirs d'entretien se prolongent jusqu'au moment où l'enfant est devenu économiquement indépendant ou cesse s'il reste économiquement dépendant, mais pour sa faute, échec à l'université, paresse, etc. Si les parents sont séparés ou divorcés, l'enfant d'habitude reste avec l'un d'eux dans l'ex-maison familiale. En ce cas, il se peut que l'autre parent soit obligé à passer une contribution mensuelle à l'autre parent si l'enfant est mineur, à l'enfant même si l'enfant est déjà majeur. Les cas échéants, mais en réalité, toujours, le juge doit fixer le montant de cette prestation pour assurer une contribution proportionnelle entre le père et la mère, compte tenu des 100 critères qui sont édictés par l'article 307 ter du Code civil italien, notamment les besoins actuels de l'enfant, le train de vie de la famille, le temps passé chez le père ou chez la mère, les ressources économiques de chaque parent, la valeur économique des tâches ménagères de chaque parent. Enfin, je disais, il y a la notion d'aliment dans le contexte du droit international privé qui est autre chose des aliments au sens strict. Dernière question. Je dis qu'il y a un lien qui est très serré entre la séparation et le divorce en ce qui concerne exclusivement les mariés. La première cause de divorce en Italie, c'est une période de séparation. Ce n'est pas la seule cause en théorie. Il y a aussi des autres causes de divorce. Mais ces causes de divorce sont, dans leur ensemble, très rares et peu probables. L'inconsommation du mariage, la rectification de l'attribution du sexe, l'avoir célébré à l'étranger un autre mariage pour l'époux ressortissant d'un pays qui prévoit la polygamie, la condamnation à une longue peine de prison ferme en Italie. Donc, il s'agit d'une longue liste de causes de divorce, mais qui sont assez rares. Donc, la première cause de divorce est la première période de séparation. Cette période a été progressivement réduite. Aujourd'hui, c'est 1 an s'il s'agit d'une séparation judiciaire, 6 mois s'il s'agit d'une séparation à l'amiable. Alors, c'est là, cet rapport de conséquentialité
logique et chronologique entre la séparation et le divorce entraîne une double tension. D'un côté, il y a la tendance à faire de la prestation périodique entre les divorcés une sorte de naturel prolongement de la prestation entre séparés, pour garder alors, encore une fois, le train de vie du mariage. Mais de l'autre côté, il y a la tendance qui est antithétique à couper les liens avec la solidarité conjugale et le train de vie du mariage, car il semble contradictoire que ces critères, c'est-à-dire tenir le niveau de vie du mariage, se prolongent au-delà du mariage même. Récemment, la cassation avait pris le chemin favorable à une solution tranchante à l'égard de la solidarité postconjugale au nom de la responsabilité personnelle. Mais plus récemment encore, les chambres réunies de la cassation ont à nouveau adouci cette interprétation en disant que la fonction de l'assegno di divorzio reste celle de rééquilibrer les conditions économiques entre les parties, surtout si la condition défavorable par un ex-conjoint, typiquement la femme, est liée au choix et au partage des rôles et des devoirs familiaux pendant les mariages. Et même s'il s'agit d'un arrêt rendu à Chambre unie, je pense que celui-ci reste le véritable problème ouvert en matière de prestations alimentaires en Italie. Et surtout ici, je pense qu'on touche que l'obligation entre ex-époux va prendre la place de la fonction étatique de garantir une protection sociale et un marché du travail qui soit réellement égalitaire entre femmes et hommes. Bon, j'ai terminé, mais avant d'achever complètement, je veux remercier l'Université de Grenoble pour l'hospitalité, notamment Michel, et remercier vous, les amis, les collègues, qui, encore une fois, vous avez supporté mon français approximatif. Merci. Donc, bienvenue chez les Allemands ou bien les Suisses. Pour moi, comme Allemand vivant en Suisse, en plus de mon accent un peu dur et de ma grammaire, je garde encore une certaine distance avec la langue française. Pour parler des obligations alimentaires, je me vois comme Luciano obligé de traduire ces mots. En latin, alimentarius du verbe allere signifie alimenter une personne, surtout une personne dans notre monde juridique. Une obligation alimentaire est donc relative aux besoins de cette personne. Dans notre ordre juridique fondé sur des valeurs libérales, c'est en principe la personne elle-même qui, d'un côté, détermine par sa volonté ses besoins et qui, d'un autre côté, est comme réponse responsable et dans un sens large obligée elle-même d'assurer son alimentation. L'idée et l'étendue d'une obligation d'assurer l'alimentation d'un tiers doivent donc être justifiées. En bref, quelles obligations alimentaires existent dans les systèmes juridiques suisses et allemands et comment sont-elles justifiées? Comme l'experte du droit allemand, ma collègue allemande Katharina Hilbig ne peut pas être ici aujourd'hui, j'avais d'abord décidé de présenter un mélange de son travail sur le droit allemand et mes remarques sur le droit suisse. Mais en raison du temps limité, je me concentrerai aujourd'hui en principe sur le droit allemand pour ajouter enfin quelques brefs commentaires dans la perspective du droit suisse. En plus, le droit suisse est facilement accessible pour les francophones. Il y a toutes les lois fédérales dans une version officielle française. Mais surtout, il y a une certaine littérature francophone, des commentaires, des manuels, des cours, portes ouvertes pour le droit comparé. Et bien sûr, au cours de la discussion ou dans les pauses, je répondrai volontiers à des questions supplémentaires sur le droit suisse. Bref, le droit allemand.
Le droit allemand est encore principalement basé sur les réformes des années 1970 et donc représente un système traditionnel moderne. Le 4e livre du Code civil allemand, les droits de la famille allemand, contient différentes obligations alimentaires. Ce sont l'entretien des parents en ligne directe, l'entretien de la famille entre époux non séparés, l'entretien des séparations entre époux séparés, l'entretien post-divorce et l'entretien entre parents non mariés. Il n'y a donc pas d'obligation alimentaire en droit allemand de la famille entre les parents en ligne collatérale, entre beaux-frères ou entre les partenaires actuels ou anciens d'un couple non marié. Dans les obligations successorales, il existe aussi, mais seulement dans des cas particuliers, des obligations alimentaires. Par exemple, l'obligation alimentaire pour permettre l'éducation des descendants unilatéraux ou l'obligation selon laquelle, si au moment du décès, la naissance d'un héritier est attendue, la mère enceinte peut demander un entretien approprié jusqu'à la naissance. Regardons cela en détail. Commençons avec la perspective la plus vaste, les conditions de l'entretien des parents en ligne directe. Les conditions de l'entretien des parents en ligne directe sont les suivantes. La condition de base ou le fondement de cette obligation est la parenté en ligne directe, c'est-à-dire que les créanciers de cette obligation peuvent être les enfants, les parents, les grands-parents, etc. Il est donc d'abord nécessaire de clarifier quels sont les besoins du créancier, de cette personne dans notre monde juridique. En droit allemand, l'entretien couvre toutes les dépenses nécessaires de la vie, en fonction de la situation de la personne à charge. Et ce niveau de vie est, de manière peu surprenante, déterminé ou bien plus ou moins autodéterminé par la personne à charge. Cela veut dire que ce niveau peut également se détériorer jusqu'au niveau du minimum vital, qui est donc régulièrement le point du départ de la détermination des besoins d'un adulte en Allemagne. Et dans les cas des enfants privés du droit à l'autodétermination, leur situation personnelle est déterminée par un représentant. Ça veut dire, en principe, ses parents, dans le cadre de leur propre situation personnelle et économique. Toute personne qui n'est pas en mesure de couvrir ses besoins elle-même est dans la nécessité. L'état de nécessité présuppose que la personne concernée ne peut pas couvrir ses besoins vitaux de manière adéquate, soit par un travail approprié ou les revenus de son patrimoine, soit par la réalisation raisonnable de ses biens ou par d'autres revenus. Ce qui n'est pas toujours décisif, c'est ce que la personne gagne réellement. Une personne adulte est généralement responsable, elle est tenue de gagner sa vie et si elle ne remplit pas cette obligation, il peut être nécessaire de prendre en compte un revenu hypothétique pour calculer son revenu. Par contre, encore une fois, les mineurs en particulier ne sont pas responsables. L'enfant mineur n'est pas tenu d'assurer son entretien par un emploi rémunéré. Cela serait contradictoire avec ses objectifs d'éducation et de formation. Autre condition préalable est en Allemagne que la capacité financière du débiteur supposé dépasse ses propres besoins d'entretien. On parle en Allemagne alors de la franchise. Dans ce cas également, il faut tenir compte du fait que ce que les titulaires potentiels d'obligations alimentaires gagnent réellement n'est pas toujours décisif.
il est généralement tenu de gagner sa vie. Ça veut dire, encore une fois, il peut être nécessaire de tenir compte de tout revenu hypothétique pour augmenter son revenu. Inversement, des corrections en sens inverse sont concevables pour l'emploi à un taux supérieur à 100%. Des exigences plus strictes s'appliquent aux débiteurs des obligations alimentaires envers les enfants mineurs en ce qui concerne l'incapacité de travail. Dans la pratique, le parent responsable de l'entretien ne doit pas faire la déduction du nécessaire de son revenu pour les mineurs et les enfants de statut égal, afin d'éviter qu'ils ne deviennent eux-mêmes dépendants de l'aide sociale. La franchise doit être déterminée séparément pour chaque relation alimentaire. La franchise pour les débiteurs des mineurs, par exemple, se calcule selon le tableau de Düsseldorf 2020, en barème non contraignant, mais en pratique très important. Elle est par exemple de 1 160 € par mois pour les salariés et de 960 € pour les non-salariés. Le rang des débiteurs d'aliments découle en Allemagne des autres dispositions. Au premier rang, on trouve le conjoint divorcé. Au deuxième rang se trouvent les descendants. Au troisième rang, les parents en ligne ascendante. Et concernant le rang des créanciers alimentaires, les enfants mineurs et les enfants privilégiés forment les premiers rangs, forment le deuxième rang les parents qui ont la charge d'un enfant ou qui le seront en cas de divorce, et les conjoints divorcés dans le cas d'un mariage de longue durée. Et au troisième rang se trouvent les autres conjoints et les autres conjoints divorcés, etc., etc. Si la capacité du débiteur n'est pas suffisante pour satisfaire tous les créanciers d'un rang, les fonds disponibles sont répartis, non par tête, mais en proportion des besoins. Les conditions applicables aux autres créances alimentaires suivent en Allemagne pour l'essentiel les schémas sous-mentionnés, bien que certaines spécificités s'appliquent à chaque relation alimentaire particulière. Donc la présentation dépasserait toutefois mon temps. Par conséquent, je veux seulement souligner quelques aspects de l'obligation alimentaire post-divorce. Les conditions sont les suivantes. Peu supprenant les divorces et surtout la condition de base, l'existence d'un motif pour maintenir l'obligation d'entretien après divorce. Les législateurs allemands s'est abstenus de donner une définition générale d'un motif pour maintenir l'obligation d'entretien dans une clause générale. Au lieu de cela, il a énuméré plusieurs motifs maintenant l'obligation d'entretien. Ce sont, par exemple, l'entretien lié à la garde des enfants, l'entretien lié à l'âge, l'entretien pour cause de maladie, pour cause de chômage, l'entretien supplémentaire pour cause de formation et l'entretien d'équité. L'aménagement conventionnel de l'obligation alimentaire est en Allemagne en principe possible, mais les différentes créances alimentaires du 4e livre sont à la libre disposition des parties à degrés différents. Pour l'entretien entre parents en ligne directe, l'article 1614 contient une interdiction stricte de la renonciation préalable à une obligation alimentaire. Cette disposition vise à protéger à la fois les bénéficiaires et les fonds publics qui devraient payer autrement les prestations de sécurité sociale, ainsi que les débiteurs d'aliments subordonnés responsables.
Toutefois, la situation est différente dans le domaine des pensions alimentaires entre époux après les divorces. Les époux peuvent conclure des accords sur l'obligation alimentaire pour la période postérieure au divorce. Seule la forme est prescrite par la loi. Une convention conclue avant le divorce nécessite un acte notarié. Néanmoins, les conjoints ne sont pas complètement libres dans ces accords sur l'entretien post-divorce. La Cour fédérale de justice a élaboré des règles au regard desquelles le contenu des conventions dans les contrats de mariage doit être évalué, en particulier pour examiner une renonciation aux aliments convenus par contrat. La renonciation à l'entretien est d'abord soumise à un contrôle selon l'article 138 traitant les accords contraires aux bonnes mœurs. Dans une deuxième étape, la Cour fédérale de justice effectuera un contrôle selon la bonne foi, conformément à l'article 242 et examinera si, dans la perspective actuelle, le respect de l'accord non immoral ne s'avérera pas inéquitable au vu de l'évolution réelle de la vie des conjoints. En raison du temps, seulement quelques mots concernant le droit suisse. Comme nous avons vu dans le système juridique allemand, le système des obligations alimentaires réglé par le Code civil allemand est devenu assez complexe. Revenons encore une fois sur l'entretien post-divorce, notamment l'entretien pour la garde d'enfants, ou la contribution de cette prise en charge. N'est-ce pas une forme d'entretien double? L'entretien pour l'entretien des enfants. Il est vrai que les parents qui s'occupent des enfants disposent de moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. C'est aussi vrai que la prise en charge des enfants s'est traduite par une baisse des revenus professionnels. Mais cette participation financière à la prise en charge, bien que revenant économiquement aux parents, appartient juridiquement à l'enfant et fait partie intégrante de son entretien. C'est pourquoi depuis 2017, l'article 285 alinéa 2 du Code civil suisse vise à englober ces coûts de la prise en charge de l'enfant dans son entretien. De ces faits, des problèmes qui avaient jusqu'à présent tendance à être négligés deviennent maintenant plus apparentes. Quelle prise en charge est dans l'intérêt de l'enfant? Et surtout, quelle est la valeur de la prise en charge par les parents, encore aujourd'hui généralement par la mère? Leur coût réel, leur minimum vital ou la diminution du revenu du parent. Quoi qu'il en soit, les obligations alimentaires en tant que charges financières signifient une ingérence considérable dans la liberté générale prévue par nos ordres juridiques. Selon leur forme, elles sont même capables de porter gravement atteinte au mariage futur et à la vie familiale de la personne redevable des aliments. Il doit donc y avoir des bonnes raisons ou bien une bonne justification pour que les législateurs imposent des obligations alimentaires dans certaines relations des familles et non dans d'autres. C'est pourquoi le concept de solidarité entre époux ou entre générations est souvent utilisé comme justification. Mais enfin, ce concept n'a cependant que peu de contenu concret dans la doctrine allemande et suisse.
il sera certainement possible de convenir que le concept de solidarité est une justification pour la question transversale de la répartition des richesses. On pourra également s'accorder sur l'affirmation selon laquelle les éléments décisifs de la solidarité sont la motivation morale fondée sur le sentiment de communauté, que les plus forts économiquement doivent aider les plus faibles économiquement en cas de besoin, et une certaine réciprocité. Mais en dehors de ceci, les concepts de solidarité est en Allemagne et en Suisse extrêmement controversé. Et il est utilisé souvent seulement comme un prétexte là où d'autres justifications font défaut. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez? Oui. Moi aussi, je remercie l'équipe grenobloise de nous accueillir ici à Grenoble. On a été à Oran, on a été à Tunis, on a été à Rabat, à Bordeaux, à Bruxelles, et c'est une très bonne nouvelle que d'être aujourd'hui à Pau, oui, à Pau, que d'être aujourd'hui à Grenoble avant de continuer notre périple. Je vais rapidement parler des obligations alimentaires en droit français. Alors, très rapidement, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, même du côté du sud de la Méditerranée, les obligations alimentaires en droit français. Je vous rappelle, c'est pas une, mais en fait, ça rejoint tout ce qu'on a vu ce matin. C'est pas une, mais des obligations alimentaires dont le droit français organise le régime juridique. En réalité, à la notion d'aliment a succédé cette notion d'obligation alimentaire au pluriel. Si on reprend la définition du vocabulaire cornu, du vocabulaire juridique capitant, les aliments sont définis comme toutes les choses nécessaires à la vie, ce qui a conduit une jurisprudence française ancienne à l'époque à faire entrer dans cette catégorie la nourriture, les vêtements, le chauffage, l'éclairage, le logement, le transport, la santé. Et c'était assez intéressant puisqu'on a vu que c'est ainsi que raisonnaient le droit algérien notamment. Alors, à cette conception des aliments qui était basée axée sur la notion de besoin alimentaire, l'objet de la dette, a succédé la notion d'obligation alimentaire. Et donc, l'accent est mis aujourd'hui sur la prestation en nature, mais surtout en argent, due en vertu d'obligations légales. Et aujourd'hui, on met l'accent sur le lien de droit, puisqu'on est en termes d'obligation, sur le lien de droit entre un créancier et un débiteur. Et donc, l'obligation alimentaire va obliger tout d'abord à s'interroger à propos des bénéficiaires de l'obligation et des créanciers. Et donc là, on voit cette diversité des obligations alimentaires en fonction des différents liens qui ont existé ou qui existent encore entre le créancier et le débiteur. Et il est possible de percevoir peut-être une unité derrière cette diversité liée au fondement de l'entraide familiale, ce dont on a parlé tout à l'heure, qui serait peut-être de l'intérêt général. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces obligations alimentaires, mais on peut essayer de les classer, voir qu'il y a cette solidarité intergénérationnelle qui est la première, celle de base, qui est issue des articles 203 à 208 du Code civil. C'était le tronc commun, c'était le droit commun des obligations alimentaires, et puis qui était issu initialement du mariage. Jean-Louis l'a rappelé, c'était ces obligations alimentaires issues du mariage qui s'en sont petit à petit détachées. C'est-à-dire qu'on a ce droit commun des articles 203 et suivants, et puis après, dans le Code civil, on a toutes les autres obligations alimentaires qui se sont émancipées par rapport au droit du mariage, qui ont quitté le droit commun. Et dans ces obligations alimentaires qui ont quitté le droit commun, eh bien, on va trouver l'obligation vis-à-vis de l'enfant, puisque c'est dans l'autorité parentale qu'on trouve les obligations vis-à-vis de l'enfant. Alors, si on reprend Loisel, qui fait l'enfant doit le nourrir, c'est l'obligation spécifique d'entretien des parents vis-à-vis de l'enfant. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais on aurait pu parler des subsides aussi, ces espèces d'aliments qui vont être dus alors que le lien de filiation n'est pas établi, mais qu'il y a eu des relations sexuelles avec la personne au temps de la conception, avec la mère au temps de la conception.
qui est une particularité qui est maintenue en droit français. Et puis, bien évidemment, il y a ces obligations alimentaires. Il y a ces obligations alimentaires au sein du couple marié, mais aussi du couple pacsé aujourd'hui, qui sont à géométrie variable finalement en fonction du fait de savoir s'il y a une communauté de vie ou pas, ou si on a dépassé cette communauté et si on est passé en mode de séparation ou de divorce. Sachant que cette solidarité au sein du couple, on va la retrouver à la dissolution du couple par décès, puisque le droit français, un des successions, va prévoir quelques éléments qui permettent aux conjoints et aux partenaires de bénéficier d'une certaine forme de solidarité post-mortem. On est sur un système où on a des critères qui sont les besoins et les ressources, et on a toujours dans ce droit des obligations alimentaires les critères classiques, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'indisponibilité, l'imprescriptibilité, l'insaisissabilité et le caractère personnel des obligations alimentaires, d'où découle finalement un régime. Alors, je vais m'arrêter là sur la description et j'ai essayé, au travers, si vous voulez, de tout ce régime, d'essayer de pointer ce qui me semblait problématique dans les obligations alimentaires. Alors, le premier point qui m'a paru important, c'est tout d'abord l'impact qu'il peut y avoir sur le lien entre la communauté, enfin l'impact entre la communauté de vie et la dette d'aliments ou le sentiment de dette du débiteur. Je vais essayer de m'expliquer. Quand le débiteur et le créancier vivent ensemble, que ça soit le parent et l'enfant, ou que ça soit le couple, quand le créancier et le débiteur vivent ensemble, finalement, l'obligation alimentaire se dilue dans la communauté de vie. Il y a une exécution volontaire qui n'est pas forcément, qui n'est pas égalitaire, qui est à proportion des facultés respectives, puisqu'on ne va pas calculer combien j'ai mis d'argent dans les courses cette semaine, très exactement, de façon arithmétique. Et on s'aperçoit qu'à ce niveau-là, ça ne pose pas réellement de difficultés. Il y a peu de parents qui ne sont pas séparés, qui vont faire revendiquer une participation plus importante de l'autre parent à l'entretien de l'enfant. En revanche, et ça c'est peut-être un constat plus sociologique, on s'aperçoit que la séparation a un impact extrêmement important sur le sentiment de dette. Et alors que ça soit vis-à-vis de l'enfant ou vis-à-vis de l'autre membre du couple. Le parent qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant va avoir du mal à se dire qu'il doit payer. Alors il n'aura pas forcément toujours du mal à avoir... mais il aura tendance à dire je le vois peu, il n'y a pas de raison que je paie autant. C'est ce qui ressort d'une pratique. Et c'est peut-être exacerbé quand l'enfant est majeur. Il y a un contentieux assez important pour l'obligation d'entretien du jeune majeur, et notamment quand l'enfant n'a pas maintenu de lien affectif, de lien familial avec le parent débiteur. Et le père ou la mère qui devrait continuer à payer des études vis-à-vis de cet enfant, va peiner parce que justement il se dit je ne vois plus cet enfant, il n'y a aucune raison que je continue à être débiteur. Et c'est une des raisons pour laquelle en droit français on est passé d'une pension alimentaire à la prestation compensatoire dans le cadre du divorce. Parce que justement il y avait cette idée que l'époux divorcé ne voulait pas continuer à entretenir, à avoir le même comportement économique vis-à-vis de son ancien conjoint. Donc, je crois que c'est le premier point, cet impact de la communauté de vie sur le sentiment de dette, et qui a une répercussion finalement sur le contentieux, qui va créer le contentieux, qui va exacerber le contentieux. Alors sur ce contentieux, il est lié, ça a été dit depuis ce matin, à la variabilité du montant de la dette, puisque c'est en fonction des besoins et des ressources. On a en France un juge aux affaires familiales qui va être compétent. On a dans la plupart des cas pas de représentation obligatoire par avocat. Donc ça veut dire qu'on accède assez facilement au juge.
Et le contentieux de l'obligation alimentaire va être exacerbé par les conflits familiaux qui peuvent exister. Et donc, on se retrouve avec un système français qui a tendance à vouloir déjudiciariser. Un système français qui dit finalement, ce juge, vous l'avez tous dit, hein, ce juge d'affaires familiales, il fait trop de contentieux relatifs à l'obligation alimentaire, il faudrait qu'il se consacre à autre chose. Donc, deux choses, hein, privilégier les accords entre le débiteur et le créancier, avec au moins sur les modalités. Donc ces accords sont favorisés, on essaie de favoriser aussi la médiation. Donc on peut s'interroger sur la notion d'ordre public par rapport à cette conventionnalisation. Et puis cette idée que d'autres organismes de l'État pourraient être responsables. Et en France, c'est la CAF, la Caisse des allocations familiales, qui petit à petit prend cette compétence qu'avait le juge aux affaires familiales pour aider à l'exécution, pour réviser le montant de la pension alimentaire. Et puis, alors ça a été évincé par le Conseil constitutionnel dans la loi du 29 mars 2019, mais il avait été question même que la CAF puisse être compétente pour la fixation du principe même de la pension alimentaire. Il y a une question qui est essentielle aussi en droit français, mais qu'on a retrouvée depuis ce matin, c'est la question de l'exécution. Il se trouve qu'en France, il y a à peu près 30% des pensions alimentaires qui ne sont pas payées et pour lesquelles on n'a pas forcément de solution. Donc les lois se succèdent et on essaie de trouver des moyens, alors les procédures de paiement direct, le recouvrement public, etc., qui vont essayer de permettre ce recouvrement, mais qui ne fonctionne pas forcément toujours. Un autre point, je le fais un peu dans le désordre, je suis désolée, un autre point qui est assez aussi essentiel dans ce contentieux, c'est le problème de la preuve. On en a parlé depuis ce matin. Il faut arriver à prouver les ressources de l'un, il faut arriver à prouver les besoins, et sachant que pour les besoins, nous, on a quand même plus de... Enfin, on est une conception qui englobe quand même un peu plus. Et si je prends l'exemple de l'obligation d'entretien du jeune majeur, il faut, pour le débiteur, pour le parent débiteur, qu'il arrive à prouver que le jeune majeur n'a plus besoin de l'obligation d'entretien, qu'il n'a plus besoin du versement de la pension alimentaire. Ce qui est très compliqué quand, par exemple, il n'a pas de lien avec ce jeune majeur, qu'il ne le voit plus et qu'il ne sait même plus ce qu'il fait. Donc, on est à mi-chemin entre de la relation affective, de la relation familiale et de la relation économique. C'est pas du droit des contrats purs où on pourrait, enfin du droit des obligations pures où on pourrait avoir des données uniquement économiques, mais une subjectivité qui est assez compliquée. Et puis il y a aussi la question, alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que la question des pluralités de débiteurs qui peut se poser aussi, c'est-à-dire que si on prend les parents, on sait que les deux parents sont débiteurs. Si on prend par exemple tous les enfants d'une personne, plus ses grands-parents, enfin oui, tous les ascendants d'une personne, on peut avoir du mal à déterminer qui va être débiteur, sachant que c'est aussi le premier qui a été saisi qui va être débiteur avec la question de la solidarité. Pour terminer, ça a été bien montré depuis ce matin. En fait, dans ces obligations alimentaires, on a un problème de positionnement. Est-ce que l'obligation alimentaire, c'est uniquement subvenir aux besoins essentiels, et dans ce cas-là, on va pouvoir déterminer quels sont les besoins de façon extrêmement précise, comme on l'a vu dans certaines législations, ou bien est-ce que c'est finalement du train de vie que l'on va mettre en place, c'est du maintien du train de vie ou de l'assurance du train de vie. Et entre ces deux, finalement, il y a d'abord une différence économique, mais il y a une différence d'objectivité et de subjectivité, puisque tout va dépendre, et on ne pourra pas faire de barème si c'est du train de vie, alors qu'on pourra faire des barèmes
si c'est assurer la subsistance d'une personne. Donc je crois qu'on aura peut-être besoin aussi de se cadrer sur la notion d'obligation alimentaire, de ce à quoi elle sert dans cette solidarité. Merci, je crois que j'ai essayé d'être un peu rapide. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos excellents exposés. Ma première question, c'est pour professeur Jean-Louis. Vous avez bien détaillé l'évolution c'est-à-dire du cadre législatif belge en matière de la pension alimentaire, et que après 2007, si j'ai bien compris, c'est-à-dire les juges utilisent un barème prédéfini, prédéterminé pour la fixation du montant de l'indemnité. Voilà. Non, mais non. Je vais répondre, mais là, termine la question. Oui. Et en relation avec ce qu'a dit professeur Marie, elle a parlé de déjudiciarisation. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une automatisation? C'est-à-dire il suffira dans l'avenir pour d'insérer ces indices dans un algorithme pour c'est-à-dire avoir le montant exact de l'indemnité ou de la pension qui sera accordée aux débiteurs, aux créanciers de l'obligation. Oui, alors non, je suis vraiment désolé parce qu'évidemment, je n'ai pas fait un exposé synthétique du régime belge des obligations alimentaires. J'ai choisi 3 points ponctuels parce que, comment dirais-je, je trouvais que finalement ça avait aussi un certain intérêt de faire apparaître des questions particulières. Mais donc, ne confondons pas ce que j'ai pu dire à propos de la pension entre époux et surtout entre époux divorcés, parce que d'après ce que je comprends du système italien, à partir du moment où l'on réduit la période à partir de laquelle on peut divorcer, finalement l'obligation d'entretien pendant le mariage n'a finalement plus beaucoup d'intérêt, puisqu'elle va subsister au maximum 6 mois ou 1 an, et donc le contentieux alimentaire entre époux se concentre plutôt sur la période après divorce. Or, pour ce contentieux-là, il y a un article du Code civil, l'article 301, dont j'ai essayé d'expliquer la philosophie, et qui est basée sur l'idée que les époux doivent essayer le plus possible de retrouver par eux-mêmes leur indépendance économique. Et donc, le texte dit que la pension doit couvrir au moins l'état de besoin. Alors, je ne suis pas entré dans les détails parce que, en ayant choisi ce terme-là, couvrir au moins l'état de besoin, le législateur a donc voulu donner un signal, c'est-à-dire qu'à priori, c'est vraiment pour les situations où un des époux ne s'en sort pas, étant entendu qu'il doit faire tous les efforts nécessaires pour essayer de s'en sortir. Mais il faut dire que c'était aussi une manière de légiférer qui était quand même très curieuse. Dire au moins l'état de besoin, on aurait pu en savoir un peu plus. Ça voulait dire qu'on pouvait quand même aller plus loin que l'état de besoin. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails sur les différents arrêts de la Cour de cassation qui ont essayé de comprendre ce que le législateur avait voulu dire. Bon, mais donc, en ce qui concerne les époux, les ex-époux, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de méthode de calcul. C'est vraiment laissé à l'appréciation du juge qui va peut-être aller plus loin que l'état de besoin en fonction d'une série de critères que la Cour de cassation a essayé de dégager. Mais donc là, on n'est pas dans le barème. Alors, en ce qui concerne par contre les enfants, c'est là que, compte tenu que le contentieux est 10 fois plus important en ce qui concerne les enfants qu'en ce qui concerne les ex-conjoints, parce que, encore une fois, dans 90%, dans 90% des divorces, il n'y aura pas de pension entre époux. Les époux y renoncent, et c'est un contentieux qui est donc moins important que celui relatif aux enfants. En ce qui concerne les enfants, là, il y a un souci du législateur d'essayer d'objectiver le calcul des contributions alimentaires. Et effectivement, tu as raison, à long terme, l'idée serait sans doute de disposer d'une méthode de calcul, et les algorithmes pourraient remplacer effectivement le travail du juge. Lorsque le législateur a
définit ces paramètres qu'il doit prendre en considération, c'est parce qu'il n'y a pas encore de méthode objective basée sur des algorithmes qui permettraient de remplacer le raisonnement du juge. Mais l'idée est évidemment que ces paramètres, les facultés des parents, le budget de l'enfant, les frais extraordinaires, les allocations familiales, c'est que tous ces paramètres soient introduits un jour dans un logiciel et qu'on arrive effectivement à un montant qui résulterait de la prise en considération de ces critères. Oui, effectivement, ça pourrait aboutir à cela. Alors, il y a déjà des méthodes proposé par notamment un sociologue qui s'est associé avec un juriste et qui est parfois pratiqué par certains tribunaux, mais il n'y a pas encore d'harmonisation, je dirais, de ces méthodes, et la Commission des contributions alimentaires n'est pas encore parvenue à s'accorder sur une méthode qui serait uniforme. Mais effectivement, là, on pourrait aller vers un montant qui résulterait de l'introduction dans un logiciel de tous ces paramètres et qui dirait, 300 € pour le père, et 120 € pour la maman, et l'enfant s'en sortira avec 420 € plus les allocations familiales. Donc merci. Juste certaines d'autres questions, mais juste des points de clarification pour professeur Marie. Vous avez évoqué la notion de subside. Est-ce que ça confond avec l'obligation de porter secours à autrui? Est-ce que c'est dans ce cadre? Je ne sais pas. Je termine. Et puis la question de l'indignité. Oui, alors je ne l'ai pas abordé. Et le troisième point et dernier point, en cas d'inexécution, est-ce que vous n'avez pas des sanctions pénales, c'est-à-dire dans le cadre du délit d'abandon de famille? Merci. Alors sur les subsides, en fait, c'est un héritage de l'époque où on ne pouvait pas forcément établir un lien de filiation adultérin et qui a été maintenu. Donc l'action à la fin de subside est une action qui permet à la femme d'obtenir des aliments, donc on appelle des subsides, vis-à-vis d'un ou de plusieurs hommes en cas de viol, pour un enfant, si jamais elle établit la preuve qu'il y a eu des relations pendant la période de conception. Alors ce qui est assez contesté aujourd'hui, c'est qu'on maintienne cette action à fin de subside, puisque finalement la femme peut obtenir une pension alimentaire sans forcément avoir besoin d'établir le lien de filiation. Ça, c'est la première réponse. Deuxième, l'indignité, effectivement, je n'ai pas... mon but n'était pas d'être exhaustive dans cet exposé. L'indignité ne fonctionne que dans le cadre des articles 203, 205 et suivants, c'est-à-dire entre ascendants et descendants. Et notamment dans les relations entre parents et enfants sur l'obligation d'entretien, on ne pourra pas, et pour le jeune majeur, on ne pourra pas invoquer l'indignité. Et enfin, la dernière question portée sur l'abandon de famille, bien évidemment, c'est une sanction pénale et c'est le même délai. Non, c'est 2 mois. Qui suppose aussi, parce que nous avons aussi cette sanction en droit belge, mais à l'heure actuelle, les parquets du procureur du roi ont décidé de ne plus poursuivre. Oui, mais en France, parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus le temps, il y a suffisamment de délits qui se commettent dans notre société pour qu'ils consacrent leur temps à autre chose, et donc ils estiment que... quoi ça ? Non plus. Surtout qu'il y a des conditions dans l'infraction pénale qui font qu'il faut qu'il y ait véritablement une intention. Donc avant d'être retenu, il faut... Et c'est assez intéressant de voir qu'en revanche, au Maroc, la sanction peut tomber assez rapidement. Oui, au Maroc, assez rapidement, mais à la deuxième fois. C'est-à-dire qu'on le condamne, si malgré la condamnation ne verse pas, n'exécute pas. Donc là, en deuxième lieu, on applique l'emprisonnement. Ah ben nous aussi. Oui, ce que je dis, c'est pareil. Notification. Et si dans le délai de 2 mois, il n'a pas payé la pension alimentaire, il va passer en jugement. Mais au départ, il va y avoir, comme vous avez dit tout à l'heure, une médiation. On va demander à l'épouse si elle veut bien pardonner ou renoncer. Si elle refuse, eh bien, il sera condamné. Voilà. Mais souvent, ils sont quand même plus indulgents. On se rejoint un petit peu sur tout ça. Parce que les tribunaux, justement, ils pensent qu'ils ont autre chose à faire que de régler des situations... Après, je crois qu'il faut tenir compte aussi de la situation économique des débiteurs. C'est-à-dire que très souvent, les débiteurs vont pouvoir établir qu'ils sont insolvables ou qu'ils sont dans une situation économique suffisamment défavorisée pour ne pas payer. Et donc,
ça va entraîner une modification du montant de la pension alimentaire. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à une paupérisation des familles monoparentales, puisque la femme, puisque c'est plus généralement elle, ne reçoit pas cette pension alimentaire. Dans 30% des cas, quand même. Question d'Andrea. J'étais juste intéressé par le droit belge, cette réforme qui est prévue pour le conjoint. Sur deux choses. Déjà, la remarque que tu as fait, Jean-Louis, par rapport au fait que dans presque 80%, on renonce à la demande d'aliments ou de prestations compensatoires, etc. C'est une renonciation qui se fait au moment du divorce, j'imagine. Donc pas dans des accords antérieurs entre les époux, etc. C'est-à-dire que les deux situations existent. Lorsque c'est un divorce par consentement mutuel, la Convention prévoit expressément que chacun des époux renonce à toute pension alimentaire après divorce. Lorsque c'est un divorce après des unions irrémédiables, donc un divorce contentieux, c'est souvent parce qu'un des époux ne le demande pas. Et donc il n'y a pas de contentieux sur cette Je suppose qu'en revanche, en Belgique, à niveau du régime matrimonial, il n'y a pas tellement d'accords de séparation. Alors, si malheureusement, c'est d'ailleurs une situation très préoccupante. Encore une fois, le contexte politique a été tel qu'il y a presque une forme de culpabilité à demander une pension après divorce. C'est comme si la femme avouait ou reconnaissait qu'elle n'était pas en mesure de s'en sortir par elle-même. Et paradoxalement, même aujourd'hui, il y a des hommes qui réclament des pensions alimentaires après divorce et qui, eux, n'ont pas l'air de s'en culpabiliser très fort. Bon, mais il reste que, alors bon, on n'a pas le temps de faire un exposé complet sur le droit belge, hein, il reste que c'est plutôt du côté du régime matrimonial qu'il faut effectivement essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait malgré tout une forme de répartition correcte de l'épargne du couple, mais cela ne vise évidemment qu'un certain type de population, hein, parce qu'il y a un autre type de population qui doit vivre sans épargne. Mais pour cette partie de la population qui peut constituer une épargne, alors là, le législateur s'est préoccupé dans une loi récente sur les régimes matrimoniaux de malheureusement la multiplication des contrats de séparation de biens. Et alors, il a discuté longuement au Parlement, mais je ne vais pas insister davantage parce que ça nous entraînerait trop loin, de la question de savoir s'il ne serait quand même pas correct d'introduire dans les régimes de séparation de biens ce qu'il a appelé une correction judiciaire en équité, qui permettrait alors d'attribuer à l'époux économiquement faible une partie de l'épargne de l'époux économiquement fort. Mais après discussion au Parlement, l'on n'a pas voulu porter atteinte au principe de l'autonomie de la volonté en matière de régimes matrimoniaux, et donc toujours cette idée d'autonomie de la volonté. Et donc cette correction judiciaire en équité ne sera possible que si les époux ont accepté dans leur contrat de mariage de la prévoir. Alors, et on a fait peser sur les notaires une responsabilité de les informer sur cette possibilité de correction judiciaire en équité et de les faire choisir dans leur contrat de séparation de biens s'ils optent ou non pour cette correction judiciaire en équité. Alors, résultat des courses, les notaires nous disent qu'ils ne sont pas nombreux à opter pour la correction judiciaire en équité. Donc, rien n'est vraiment résolu. Une toute dernière question. Est-ce que vous avez en Belgique un système de répartition des avoirs en prévoyance, de futures retraites? Non, rien du tout. Vous savez quoi, je ne vais pas faire un vilain jeu de mots, mais cela a été reporté à la réforme des retraites.